Canada pourrait cependant s'avérer le Grand Prix de l'espoir pour le champion en titre. Grand Prix de Formule 1. Une présentation du Grand Prix Players du Canada. De Molson Dry, une bière sans arrière-goût pour un monde sans arrière-goût. Et de Pontiac, la passion de conduire. Aujourd'hui, du circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame à Montréal, première journée du Grand Prix Players du Canada 1998. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Pierre Coul en compagnie de Philippe Crépeau. Il y aura Daniel Poulain, Christian Tortora et tous nos collègues. Il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce premier reportage en marge du Grand Prix Players du Canada. Et j'ai l'impression qu'à nous regarder uniquement ça, vous réalisez tout de suite que les conditions météo ne sont pas tout à fait idéales, Philippe. En fait, ça ressemble à l'an dernier, le vendredi. Hein? Oui, c'est très vrai. Il fait froid. Il a fait environ 15 degrés toute la journée avec énormément de vent, de grosses rafales de vent. Et ça, évidemment, ça a causé des problèmes durant les séances d'essais libres. Bon, alors je pense qu'il serait de mise tout de suite de regarder le classement des constructeurs. C'est un peu celui-ci qui donne le ton à cette épreuve déterminante, on peut le dire comme ça, du Grand Prix Players du Canada. Alors Philippe, c'est une domination encore de McLaren et on a l'impression que même si Ferrari se pointe là plus ou moins loin et encore mathématiquement dans le coup, ce sera presque impossible à rattraper. Ce sera extrêmement difficile. Cela dit, il y a beaucoup de développement chez Ferrari. Et ce qui est intéressant, c'est de voir Williams et Benetton au coude à coude avec 16 points. Donc la troisième place du championnat se joue en ce moment. On travaille encore très fort chez McLaren. Hein? Évidemment, toutes les équipes cherchent à les rattraper. Mais encore une fois, chez McLaren, on a constamment la bonne idée, le bon réglage et le bon ensemble. Hein? Il ne faut pas être vraiment surpris de la domination des McLaren. L'année dernière, déjà, ils avaient montré beaucoup d'agressivité et n'eût été la défaillance chronique du moteur Mercedes. McLaren aurait pu avoir 2 ou 3 victoires de plus. Donc cette saison, avec un moteur Mercedes amélioré, compact, très puissant, le meilleur du plateau, il tient le coup, il est très fiable. Alors évidemment, la McLaren MP413, c'est vraiment la meilleure voiture. Adrian Newey, un aérodynamicien hors pair, a réussi vraiment un châssis exceptionnel. Et c'est pour ça que tous ces éléments mis ensemble, ça fait en sorte que McLaren, c'est la force dominante cette saison. Et Philippe, en principe, avec cette portion ultra rapide qui est revenue celle qu'elle était le long de la route du bassin olympique, on a l'impression que le McLaren va rugir, la Mercedes plutôt va rugir à bord des McLaren aujourd'hui. Alors on vous l'a dit, il y a Daniel Poulain qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans ce reportage, dans quelques instants. Mais pour tout de suite, allons retrouver Christian Tortora. S'il y a une équipe qui, au cours de l'intersaison, a travaillé énormément, c'est bien Williams. Ils étaient sûrs de leur coup. Ils ont accumulé des milliers de kilomètres. Certes, ils savaient, ils avaient des échos de ce que faisait McLaren. Mais personne n'y croyait vraiment, car effectivement, il y a beaucoup de bluffs de temps en temps dans ce milieu-là. Sauf que voilà, premier Grand Prix en Australie, on frappe d'entrée les McLaren. On est un peu surpris, mais on se dit, il fait froid, Goodyear n'a pas amené peut-être les bons produits par rapport à Bridgestone. Mais inversement, lors du prochain Grand Prix au Brésil et en Argentine, là, c'est la claque. Là, il n'y a plus d'excuses. Là, on est à côté. Il va falloir travailler très fort. Mais quoi faire? D'abord, dans un premier temps, prendre du temps pour savoir d'où vient ce problème. Certes, on sait que c'est sur l'arrière, mais vous savez, en Formule 1, c'est tellement sophistiqué qu'il suffirait d'un petit pépin à droite ou à gauche pour tout changer. Donc, avant tout, il faut travailler à savoir d'où vient véritablement ce problème. La suite, bien fois, elle a été limpide. On a pris beaucoup de temps, c'est vrai, mais aujourd'hui, eh bien, Villeneuve a bien fait d'attendre patiemment, sans crier, tout en se battant énormément. La nouvelle sera efficace. Pendant que la majorité des spectateurs observeront le comportement et les performances de Jacques Villeneuve, il ne faut pas oublier que tous, ici à Montréal, suivent de près les performances de l'écurie Ferrari. Eh bien, chez Ferrari, on a le sourire aux lèvres, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Michael Schumacher l'a emporté ici même à Montréal et qu'il aime bien courir ici. Mais aussi et surtout peut-être parce que le deuxième pilote de l'écurie, Eddie Irvine, s'est déclaré partie intégrante de cette écurie. Il veut bien performer à Montréal, il sent qu'il peut peut-être lui aussi monter sur le podium. Et bien sûr, Jean Todt, le directeur technique, a le sourire aux lèvres, ce qui n'arrive pas souvent. Merci messieurs, cette émission sera de retour dans quelques instants. Le Grand Prix Players du Canada à l'antenne de Radio-Canada Sport.
supporters, dont Éric Lapointe, Steppenwolf, Everclear, Chuck Berry. Et rendez-vous à la fin Bolton High Drive devant la place du Puy, découvrir les groupes de la relève rock québécois. Tous les concerts sont gratuits, du 3 au 6 juin sous les étoiles entre Berry et de Maisonneuve. Venez vivre le Rockfest, Bolton Drive. Bon contrôle dans le virage. Il entame maintenant la ligne droite. Donc il se dirige vers les puits. On en profite pour passer à la pause. Dans la plus pure tradition des circuits. La Grand Prix de Pontiac, le retour aux voies élargies. Rien n'égale le plaisir d'une voiture neuve. Son odeur, son allure, son lustre. Et ce plaisir, nous l'avons mis en bouteille. Armor All fait briller et protège votre voiture. C'est un coup de neuf pour votre voiture. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame, première journée d'activité du Grand Prix Players du Canada. Comme vous le savez, Jacques Villeneuve a rencontré la presse mercredi dernier, conférence de presse d'ailleurs qui a été largement couverte bien sûr par tous les médias de Montréal et bien sûr de tout le Québec et de tout le pays. Et après cette conférence de presse donnée de façon générale, Jacques Villeneuve a accepté de rencontrer un à un les journalistes. Il a notamment rencontré notre collègue Philippe Crépeau et il lui a rappelé la progression de la voiture 1998 et surtout une idée de l'évolution des problèmes chez Williams. Bon, avant même le premier Grand Prix, je savais qu'il y avait un problème sur le train arrière. Ça a pris quelques Grands Prix où c'est la faute des pilotes qui règlent mal leur voiture ou qui les pilotent mal. Mais bon, une fois que tout le monde s'est rendu compte que non, qu'il y avait vraiment un problème sur la voiture, qu'on était à la limite, qu'on l'avait bien réglé, mais qu'on ne pouvait pas aller plus vite avec cette voiture, là, le travail a commencé pour essayer de comprendre exactement d'où venait ce problème et comment l'améliorer. Au lieu de... On a fait des essais juste avant le Grand Prix d'Imola avec le train arrière de l'année dernière et ça allait mieux. Moi, je voulais qu'on le change directement sans réfléchir à pourquoi c'était mieux et de l'avoir pour les courses suivantes. L'équipe a préféré prendre son temps pour mieux comprendre, ce qui fait que maintenant, on a quand même une voiture supérieure à ce qu'on aurait eu si on avait utilisé le train arrière de l'année dernière. Bon, alors Philippe, l'écurie Williams s'est en allé à Monza, entre Monaco et le Grand Prix du Canada ici, Grand Prix Players du Canada à Montréal. On a fait bien sûr les essais de cette nouvelle Williams, pas compliqué, Jacques a dit, il y a la moitié de la voiture qui est changée, la portion arrière particulièrement. Donc ce ne sont pas des petits ajustements, là. On a vraiment fait un travail de refonte là en profondeur. Oui, c'est un travail donc non seulement sur la partie arrière et ça a eu des conséquences aussi sur la partie avant. Donc dès le Grand Prix de France, la voiture va changer de nom. Elle va devenir la FW20P. Alors vous avez en bas de l'écran la voiture qu'avait Jacques jusqu'à ce Grand Prix du Canada et en haut celle qu'il a depuis donc une semaine pour ce Grand Prix du Canada, la nouvelle. Alors si on faisait le tour, commençons d'abord par ce qu'on ne voit pas et là où il y a amélioration majeure, la suspension et le train arrière. C'est un travail qu'ont fait plusieurs écuries, réviser la suspension parce que la Williams, le problème chez Williams, c'est que en sortie de virage, Jacques patinait beaucoup, on le voyait vraiment se battre avec sa voiture, donc on a refait complètement la suspension, on l'a abaissé un petit peu, on l'a réduit pour justement essayer d'enrayer ce problème. Alors ce sera un peu plus dur pour des faufounes, comme on dit, mais ce sera plus efficace en piste. Maintenant, ce qu'on voit, et là on peut très bien voir que le museau reprend un petit peu l'allure de l'époque, légèrement arrondi vers le bas. La conséquence directe des modifications à l'arrière, c'est qu'on a dû revoir l'aérodynamisme, la pénétration dans l'air, et inévitablement on a dû faire des modifications sur le museau avant. Vous le voyez, il est un petit peu abaissé par rapport au museau du début de saison. Elle est plus longue de 10 cm. Comment le voir? Difficile. Un seul petit point de référence. Regardez là où il y a une petite ligne blanche, le bas et le haut. On voit qu'il n'y a plus d'espace entre cette entrée d'air à l'arrière et le pneumatique arrière gauche. On peut donc voir les 10 cm à cet endroit. Et petit fait à noter qui n'a rien à voir avec la nouvelle voiture, l'ajustement de l'aileron arrière pour Montréal. Oui, c'est extrêmement important de bien ajuster les ailerons. Donc sur la photo du bas, c'était le Grand Prix d'Argentine. Vous voyez, l'aileron est beaucoup plus incliné parce qu'il fallait plus d'appui. Au Grand Prix du Canada, il en faut beaucoup moins. Donc l'aileron, vous le voyez, est beaucoup plus plat.
Alors Philippe, évidemment, ça c'est le travail colossal qui a été fait par l'écurie Williams. Évidemment, l'écurie McLaren, elle, est déjà au sommet, au top niveau. Et on a demandé à celui qui était conseiller technique il y a 2 ans chez McLaren, Alain Prost, de nous donner les raisons de ce grand succès de l'écurie britannique. Les équipes qui sont gagnantes, ce sont des équipes qui sont performantes une année, mais qui arrivent à avoir des programmes à moyen terme, c'est-à-dire à 2 ans ou 3 ans. Donc ce que je faisais chez McLaren il y a 2 ans, c'est d'une certaine manière préparer la voiture d'aujourd'hui. Le différentiel électronique, c'est moi qui l'ai mis au point. Je me rappelle très bien les premiers tours de roue à Barcelone pendant 4 jours d'essai. Et il y a plein d'autres programmes comme ça. Donc leur supériorité aujourd'hui ne m'étonne pas du tout. Je pense qu'ils ont aussi bien été épaulés par Adrian Newey qui est venu de chez Williams et qui est vraiment un aérodynamicien hors pair. Mais quand même toute la structure de l'équipe, tout cet investissement qu'ils ont fait dans ces dernières années, l'implication de Mercedes de plus en plus grande, de plus en plus évidente en termes techniques et financiers, je crois qu'il y a des cycles et McLaren est reparti pour un cycle quand même très important. C'est une structure très forte, très solide, toujours tournée vers l'avenir et ça va être dur de les déloger, mais bon, j'espère qu'on y arrivera dans quelques temps, dans quelques mois, peut-être dans quelques années. Bon, alors 1998 marque aussi un grand retour pour l'écurie Benetton. Ça n'a pas été très facile au cours des 2 dernières années. Et l'un des responsables, on l'entendra dans quelques instants, c'est Nick Wirth, celui-là même qui était à la tête du projet avorté de l'écurie Simtech il y a quelques années. Wirth a fait un travail extraordinaire pour vraiment ramener Benetton au niveau de qualité, ou presque en tout cas, que l'on connaissait il y a quelques années. Chez Ferrari, c'est une excellente saison également. Et nous allons écouter tout de suite les commentaires et surtout l'appréciation du directeur sportif de la Scuderia, Jean Todt. Déjà, Ferrari a fait beaucoup d'efforts, mais les autres ont fait autant d'efforts. Donc en Formule 1, il y a un certain nombre d'équipes qui travaillent beaucoup, qui investissent beaucoup dans le domaine de la recherche, aussi bien sur les châssis que sur les moteurs. Il y a l'aspect pneumatique qui est différent cette année, où probablement on n'a pas encore atteint notre meilleur niveau. Mais je pense que le Canada devrait nous permettre d'essayer de nouvelles solutions et d'être plus compétitifs. Yeah, it's been a steady progress. Obviously, we've got these 2 new young drivers, and we've applied a lot of new technology to the design of the car, some of which was just taking a little while to get sorted out, but the results seem to be coming now, and the progress seems to be good. We're quite happy, and I think it's fair to say we've lost quite a lot of points this year with a few crashes and things like that. So, you know, I think it's obviously possible for us to have been with a similar performance in a better position, but that's all part of the learning curve for the team and drivers, and we're happy. Évidemment, la guerre des pneumatiques bat son plein encore une fois cette saison et on a l'impression, et c'est bien net d'ailleurs, que Bridgestone a pris les devants sur Goodyear. D'ailleurs, le fabricant américain a été pointé du doigt, notamment par Michael Schumacher. Alors écoutez, ça a créé tout un remous bien sûr, sauf que Goodyear a de nouveaux pneumatiques ici à Montréal et Christian Tortora a rencontré aujourd'hui M. Dermot Bambridge qui va nous parler de l'évolution de Goodyear pour ce Grand Prix du Canada. Monsieur Bambridge, ces derniers temps, on peut dire que chez Goodyear, vous êtes à la une, puisque chez Ferrari, on se plaint des pneus Goodyear. Ouais. Nous avons le même but comme Ferrari, c'est à gagner le championship. Et nous travaillons avec Ferrari très fort, avec le testing, le développement. Donc nous avons le très fort ensemblement. Est-ce que ce n'est pas plutôt Schumacher qui mettrait beaucoup plus de pression? Oui, il doit gagner. Nous doit gagner. Le même but. Oh, nous avons les gommes nouveaux pour la course ici. Et je crois que Schumacher, il avait fait la preuve avec les gommes nouveaux. Et il a dit qu'ils sont bons. Donc nous espérons dimanche, c'est Schumacher qui gagne. Nous sommes de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame avec les faits saillants de cette journée d'essais libres. Dans le cadre du Grand Prix Players du Canada. Ne manquez pas le Rockfest Molson Drive. Faites des concerts dont Éric Lapointe, Steppenwolf, Everclear,
Chuck Berry. Et rendez-vous à la Saint-Bolton High Drive devant la place du Puy, découvrir les groupes de la relève rock québécois. Tous les concerts sont gratuits, du 3 au 6 juin sous les étoiles entre Berry et de Maisonneuve. Venez vivre le Rockfest, Bolton Drive. Si vous faites vos interurbains d'affaires chez Bell, vous serez très content d'apprendre que nous vous offrons Internet pendant 1 an, gratuitement. Pour recevoir Internet, appelez sans frais au 1877 PME Bell. La coupe de Lord Stanley. De simple trophée, elle est devenue symbole de fierté, emblème dans le monde entier de ténacité et de dépassement. Chaque année, des hommes rêvent de la porter au bout de leurs bras. Dans la conquête de la coupe, les Red Wings sont bien décidés à garder leur titre. L'action ne manquera pas à Détroit. Ce soir, voyez la 6e rencontre avec les Stars de Dallas à la soirée du hockey Molson de Radio-Canada dès 19h30 heure de l'Est. Alors nous sommes de retour et Philippe, ce matin, c'était vrai, on peut le dire comme ça. Regardez, température extérieure 14 degrés, température de la piste 16 degrés seulement et les vents étaient relativement forts. Les deux Williams avaient hâte d'aller en piste et nous on avait hâte de les voir également. Oui, et d'ailleurs Jacques Villeneuve n'a pas hésité, il a attaqué énormément dès le départ, ce qui a permis de faire un premier temps intéressant, 1 minute 21 secondes, 818, il donnait un petit peu le rythme à cette séance. Alors par la suite, Mika Hakkinen enregistre un premier chrono, disons-le comme ça, probant, dans les 1:20, sous les 1:21. Et ça a été étonnant. Dès le départ, on s'attendait à des temps un peu plus lents, mais vraisemblablement, les McLaren visaient beaucoup plus haut. Oui, et David Coulthard a imité son coéquipier puisqu'il s'emparait de la 2e position en 1 minute 21 secondes 758, confirmant donc que les deux pilotes étaient très très motivés. Bon, alors évidemment, Heinz Harald Frentzen, que l'on voit ici un peu plus tôt, ce chrono-là n'était pas extraordinaire, mais en bout de ligne et un peu plus tard, il enregistre le 2e temps, 1:21.310. C'était absolument exceptionnel pour lui. Alors, confirmation que toutes les écuries ont travaillé pour essayer de rattraper McLaren. Jean Alesi dans la Sauber avec une évolution moteur Ferrari a réussi, ou réussissait à ce moment-là de la séance, le 3e temps en dessous des 1:22, 1 minute 21 secondes 464. C'était une très très belle surprise. Ah, on le voit, la tête inclinée sur le côté pour négocier le virage. Eddie Jordan a dit, il faut gagner, il faut marquer des points à Montréal. Fini les folies. Damon Hill pousse très fort. C'est peut-être ce qui l'a amené à déraper, mais quand même, 4e temps lors de la séance de ce matin. Jacques Villeneuve est revenu en piste pour essayer d'attaquer encore plus fort, peut-être un petit peu trop. Et il a eu du mal parfois à contrôler son bolide, comme ici, dans cette section assez délicate du circuit. Et il n'a pas réussi à battre le temps de Mika Hakkinen. D'ailleurs, il a un petit peu descendu au classement. Il ne réussissait que le 6e temps en fin de séance. Et chez McLaren, on a voulu faire ce matin ce que l'on fait presque à chaque occasion depuis le début de la saison, c'est-à-dire enregistrer un doublé. Donc, Mika Hakkinen a le meilleur temps lors de la première séance du vendredi matin et David Coulthard réussit à enregistrer le 2e temps. Nos collègues, après cette première portion de la séance libre, sont allés dans la ligne des puits. Christian d'abord. On attendait surtout ces premiers pas de cette fameuse Williams. Allait-elle vraiment être efficace? Je peux vous dire d'ores et déjà que oui. Même s'il faut rester prudent, car effectivement, tout le monde va travailler fort. Les millièmes vont être les plus difficiles à aller chercher, mais d'entrée de jeu, il est clair que cette nouvelle Williams satisfait Jacques. Pourquoi? Le meilleur exemple que l'on puisse donner, ce sont les images qui parlent toutes seules. Regardez bien dans l'épingle ce qui se passe avec Michael Schumacher, qui ce matin a même fait un tête-à-queue. Jacques, lui, sort de là avec beaucoup de maîtricité. Comme quoi, on a bien l'impression qu'aujourd'hui, la Williams, c'est la Ferrari, et la Ferrari, la Williams. Alors, première session d'essai libre fort concluante du côté de l'écurie McLaren. On se dit fort satisfait, c'est normal. On a enregistré les meilleurs temps. Tant Mika Hakkinen que David Coulthard ont été à la hauteur de la situation. Déception, par contre, chez Benetton, particulièrement pour le jeune pilote Alexander Wurz. Lui qui avait connu ses débuts fort éloquents d'ailleurs à Montréal l'an dernier en Formule 1. Sa première session d'essai libre ce matin aura été fort décevante. Surprise fort agréable enfin chez Sauber, particulièrement pour Jean Alesi. Jean Alesi qui semble toujours réserver ses meilleures performances de l'année pour le site de Montréal, qu'il aime beaucoup.
Évidemment, il est fort satisfait, mais tout cela peut encore changer lors de la deuxième session en après-midi. Eh bien, Daniel, justement, la deuxième session commençait avec tout de suite David Coulthard, des prétentions élevées. Coulthard allait descendre sous les 1,21 lui aussi, 1,20,802. Ça lui donnait temporairement, donc, le meilleur temps, Philippe, le meilleur temps de la journée, bien sûr. Oui, mais Michael Schumacher dans la Ferrari voulait montrer les crocs. Durant la matinée, il avait tourné avec beaucoup d'essence et là, il avait réalisé un excellent temps en début de deuxième séance, 1 minute 20 secondes, 0,27 en dessous des 1,21. Ça promettait pour les Ferrari. Oui, et ça expliquait ce dont Christian nous parlait, une voiture difficile à garder en piste. Mika Hakkinen, donc, veut reprendre ce qu'on lui avait enlevé. Hakkinen, cependant, ne peut faire mieux pour l'instant que la deuxième place, à plus de 6 dixièmes de Michael Schumacher. Ça, c'est absolument incroyable. Et en poussant même à la limite, il a connu ce léger dérapage, sans conséquences graves. Cependant, il a pu reprendre la piste lui-même. Jacques était prêt à essayer de nouveaux réglages. Jacques Villeneuve, donc, dans cette deuxième séance. Malheureusement, dès sa première sortie, un gros problème. La voiture, tout d'un coup, qui s'éteint. Il cherche et il ne sait pas très bien ce qui se passe, mais il doit s'arrêter en bordure de piste, à l'endroit où Olivier Panis avait connu son accident l'an dernier. Et ça a évidemment complètement bousillé sa deuxième séance d'essai libre, puisqu'il n'a pas pu reprendre la piste comme l'exige le règlement. Donc 40 minutes gaspillées par Jacques Villeneuve. Il devra recommencer demain à travailler fort pour trouver les bons réglages. Oui, ça a créé aussi, bien sûr, ce drapeau rouge. On a dû arrêter la séance pendant 9 minutes. Et ça a créé aussi des interrogations chez Williams. On verra donc ce dont il s'agit un peu plus tard. Par la suite, on a vu en piste lors de la reprise un Giancarlo Fisichella gonflé à bloc, encore une fois, sur le circuit Gilles Villeneuve. Oui, les pélétons avaient été assez discrets lors de la première séance d'essai libre, mais là, Giancarlo Fisichella a réalisé un excellent temps, lui aussi en dessous des 1 minute 21, 1,20,480. Les Benetton sont là au Canada. Et là, par la suite, c'était presque l'exploit de la journée, mais un exploit qu'on croyait impossible. Michael Schumacher, et regardez les vitesses de pointe, vitesse déficiente par rapport au McLaren. Écoutez, près de 13 km/h de moins. Mais Schumacher, regardez-le, le magicien. Regardez le contrôle de la sortie, léger dérapage. Il s'amène à la ligne d'arrivée, 1,19,999 sous les 1,20, Philippe. Pensez-vous que Mika Hakkinen allait s'avouer vaincu, même si Michael Schumacher avait réussi à descendre en dessous des 1,20? Regardez-le, impérial, immédiatement après Schumacher. Il réussissait un temps extraordinaire de 1 minute, 19 secondes, 770. Alors Jean Alési allait prouver que ces résultats du matin n'étaient pas le fruit du hasard ou de la chance. Alési encore très incisif cet après-midi. 1,20,252. C'est un chrono merveilleux pour cette Sauber moteur Petronas amélioré et modifié pour Montréal. 3e temps au total. Et pour enfoncer le clou un petit peu plus, Mika Hakkinen abaissait son propre temps de 157 millièmes pour terminer la journée en 1 minute 19 secondes 613. Les McLaren ont prouvé aujourd'hui qu'elles dominaient encore. La fin de la séance a été marquée par un incident qui aurait pu être grave, mais qui finalement a eu aucune conséquence fâcheuse. Johnny Herbert a perdu son aileron dans la ligne droite le long de la ligne des puits. Évidemment, lorsque la voiture a roulé sur cette pièce détachée, elle s'est retrouvée en 1000 morceaux. Il y a eu des morceaux également qui ont été projetés le long de la ligne des puits. Heureusement, personne n'a été blessé. Oui, David Coulthard a eu une belle peur. Et évidemment, Michael Schumacher, lui, était heureux, enfin, de dire à un représentant de Goodyear que les pneumatiques qu'on lui avait donnés étaient les bons. Nous serons de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame pour le mot de la fin. À tout de suite. Propriétaire d'une nouvelle grande dame, on ne laisse jamais quelqu'un d'autre la conduire. Jamais. La nouvelle grande dame de Pontiac entièrement redessinée. La passion de conduire. Vous êtes mon père. La science semble faire parfois des miracles plutôt surprenants. J'ai donné 1 once de sperme il y a 18 ans. Et aujourd'hui, une petite fille voudrait m'acheter papa. Ted Danson et Whoopi Goldberg dans 100% américain, demain 19h30. L'émotion, la guerre, l'histoire, Les ailes du feu, tome 2, une symphonie magistrale de Philippe Leduc, au beau dimanche, 21h10. Ok, j'ai d'autres maisons à vous montrer. Oh.
je suis pas sûre de me rendre. Tim Hortons. Je dirais pas non à un de leurs bagels bien frais. Ils ont tellement de choix. Comme le nouveau bagel muesli et fruits fait avec des grains entiers, des fruits, une touche de miel. Ou encore le nouveau bagel au morceau de chocolat. Ah, délicieux. Hey, il y a un Tim Hortons. On peut arrêter? Bonne idée, je mangerais bien un bagel, moi. Bon, OK, mais j'ai d'autres maisons à vous montrer, là. Alors, comme l'a dit Philippe Crépeau, si David Coulthard s'est fait une frayeur en roulant sur l'aileron détaché de Johnny Herbert, Mika Hakkinen, lui, n'a pas eu peur aujourd'hui. Au contraire, il était tout à fait sûr de lui. Et après sa performance du vendredi, Daniel Poulain l'a rencontré. It seemed to have been slippery, was it, on the track? Extremely slippery, and it's really dusty, and the circuit, because it's a straight circuit. But yet you had the best time, so you have to be pleased. I am. And smiling too. Yes, of course. Looking forward to the race on Sunday? Definitely. I think I'm looking forward first tomorrow. You know, tomorrow is going to be other practice, other qualified session tomorrow. It's going to be extremely difficult, I believe. And again, we don't know if it's going to be sunny or raining. And then on Sunday, obviously, then it's the big day. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, en peu de mots, voici ce que Mika Hakkinen vient de dire. La première chose qui le dérange beaucoup, qui l'inquiète beaucoup, c'est le climat, la température. Il n'en revient pas, il ne comprend pas. C'est le vent est très fort et il y a des bourrasques et ça le dérange un peu, ça l'ennuie un peu. Malgré tout, vous l'avez vu, il est très souriant, il est très content. Évidemment, il détient le meilleur temps jusqu'à maintenant. Je lui ai demandé s'il avait hâte à la course dimanche. Il a dit bien sûr, mais auparavant, j'ai déjà hâte à demain pour la qualification. Merci. Nous aussi, on a hâte, parce qu'il a raison, Mika Hakkinen. Moi, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus serré. Peut-être la qualif la plus serrée depuis le début de la saison, Philippe. Évidemment, si les conditions restent à peu près les mêmes. Sinon, tout le monde repart à zéro. Apparemment, les conditions devraient rester les mêmes, donc on devrait revoir le même style de journée. Et déjà aujourd'hui, ça a été extrêmement compétitif. On a vu des écuries se battre derrière les McLaren et ça promet énormément pour demain. Philippe, merci beaucoup. Chers amis, on sera tous là au prochain rendez-vous. Celui-ci, c'est demain, midi 59, heure avancée de l'Est. On vous invite pour les qualifications. Ne manquez pas le hockey dans quelques instants, le 6e match Dallas-Détroit.